Mesdames et messieurs, welcome back dans un nouveau podcast avec Florent d'Horizon, qui est un client dans mon agence de marketing, avant même d'être un ami. Beaucoup d'entre vous pensent que la réussite se fait en un claquement de doigts. C'est la raison pour laquelle 90% des personnes échouent dans le business. À travers cet épisode, nous allons voir comment il a réussi à monter son e-commerce à 1 million d'euros en 5 ans. Let's go. Malheureusement, on vit dans un monde où la plupart des jeunes et des gens pensent que tout arrive comme ça. Tu vois, c'est un monde de gratification instantanée. C'est pour ça que je pense que c'est dommage que les réseaux agissent négativement sur les autres à la place d'agir positivement. D'ailleurs, toi, tu as commencé comment l'entrepreneuriat ? Écoute, moi, j'ai commencé d'une façon qui aujourd'hui ne ferait pas partie, entre guillemets, de la norme. Parce que comme tu l'as dit sur les réseaux sociaux, la norme aujourd'hui, on veut nous imposer, nous dire que entreprendre, c'est commencer directement par la perfection. Exactement. Et là, c'est un problème. C'est-à-dire que moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat en étant autodidacte, sans faire aucune école, juste par la volonté, si tu veux, eh bien d'être mon propre patron, de prendre mes décisions et d'être créatif. C'est quelque chose de super important pour moi. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'avant, j'avais une situation, j'ai fait plusieurs métiers, j'étais salarié, etc. etc. D'ailleurs, tu as fait quoi comme métier ? Ça m'intéresse parce que tu m'en as jamais parlé. Exactement. Alors, pour faire simple, en fait, avant, donc, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais à la SNCF, d'accord ? Mais j'ai fait de multiples métiers. Je te raconterai un petit peu le déroulement des choses, si tu veux. C'est que j'ai commencé... si tu veux qu'on commence par le commencement, de toute façon. Je voulais qu'on parle de la marque tout court et comment toi, tu as fait pour avancer, tout ton parcours, quoi. Donc, voilà. C'est bien. Ok, donc en fait, si tu veux, déjà, ma vie, elle est un peu spéciale puisque moi, je me suis fait virer de chez moi par mon père à l'âge de 16 ans. Donc, j'ai dû vraiment, à partir de cet âge-là, déjà, être complètement autonome. C'est-à-dire trouver du travail, puisqu'à l'époque, on pouvait travailler, je ne sais plus maintenant, mais je crois qu'on n'a plus le droit, mais on pouvait travailler avant d'être majeur. On pouvait faire plein de choses, donc j'ai fait plein de petits métiers. J'ai travaillé en boîte de nuit, j'ai travaillé dans des centres Leclerc pour préparer des palettes, j'ai travaillé dans une ferme, etc. Et si tu veux, j'ai dû faire mon propre argent pour financer mes études, mon studio, ma nourriture. Donc déjà, si tu veux, ça m'a appris déjà à l'époque à me débrouiller seul, à avancer seul, à ne pas dépendre des autres. Et ça, c'est super important. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, la plupart des jeunes, malheureusement, dans le monde d'aujourd'hui, en fait, se font aider par leurs parents, mais énormément. Et du coup, ça les affaiblit pour l'avenir. Exactement. Et je trouve que c'est dommage parce que ça peut apprendre à leur enfant à se débrouiller. Et quand ils font ça, en fait, leurs enfants, en fait, ils les brident directement et leurs enfants vont directement demander de l'aide. Tu vois, tout à l'heure, on parlait et tu m'avais dit que les gens, maintenant, ne recherchent même plus les informations sur Internet, ne cherchent plus à se former et à chaque fois qu'ils ont une question, ils vont voir une personne à la place de chercher par elle-même. Et je pense que ça vient du fait que, justement, ils se sont fait aider auparavant et qu'ils ne peuvent plus être vraiment débrouillards. En fait, le souci que tu viens de relever, il est important, c'est que, tu vois, on va rebondir sur le fait d'être autodidacte. C'est-à-dire que moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu la curiosité de comprendre comment fonctionnait telle ou telle chose. Et ça peut être des trucs vraiment du quotidien, vraiment bêtes. Je vais voir, je sais pas, une grue, un camion, ce que tu veux, je vais me dire, tiens, comment ça fonctionne ça ? Comment ça fonctionne ? Ça paraît bête comme ça. On est vraiment pareil sur cette mentalité. Je suis exactement pareil que toi. Moi, je suis autodidacte aussi comme toi. Exactement. Et la curiosité t'amène en fait à chercher l'information. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on me pose une question, et on se l'est dit tout à l'heure, c'est que quelqu'un qui me pose une question banale, je vais me dire, mais pourquoi tu veux que je te donne la réponse ? En fait, pourquoi aujourd'hui vous voulez directement avoir les réponses et pourquoi vous n'allez pas chercher vos réponses ? Les réponses. Parce que trouver la réponse par soi-même, c'est déjà en fait avancer vers la compréhension, vers en fait la recherche, si tu veux. Elle te permet d'approfondir tes connaissances et surtout elle te permet d'apprendre comment faire pour trouver la réponse à ta question sans avoir besoin de personne. C'est d'ailleurs pour ça que je dis que même les gens qui payent des formations en ligne, parce que moi aussi, je me suis formé énormément en ligne. J'ai mis pas mal d'argent, que ce soit dans les formations de dropshipping ou peu importe. Les gens qui se forment en ligne sont beaucoup mieux que des personnes qui vont en cours. Pourquoi ? Pour la simple et bonne raison qu'en fait, elles vont avoir l'envie d'apprendre parce qu'elles ont payé ces formations et ça sort de leur poche. Alors que des personnes qui sont dans des salles de cours, malheureusement, sont juste dictées par des personnes et n'ont pas forcément envie de faire cette chose-là. Exactement. En fait,
la formation en soi, c'est quelque chose d'intéressant à partir du moment aussi où la personne qui fait la formation a eu la démarche d'aller chercher beaucoup d'infos et de pas juste donner une information bêtement, mais de dire aux gens aussi, à les aider, comment eux aussi peuvent aller chercher dans le futur une information qui leur sera utile. Donc en fait, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que, et malheureusement, je trouve que, je te le dis honnêtement, les gens sont matrixés aussi maintenant par les réseaux, parce que ils veulent que tout arrive sur un plateau devant eux. Voilà, c'est comme si on était dans un restaurant, on leur sert la nourriture et puis terminé. Mais il y a un moment, il faut apprendre à cuisiner. Tu vois, parce que si tu veux, le jour où tu veux justement te faire un bon plat à la maison, eh ben, il faut que tu saches cuisiner. Ben, c'est la même chose, tu peux pas toujours aller au resto et compagnie. Pour moi, c'est la même chose dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher des choses, il faut comprendre des situations et surtout le plus important, et là je vais en parler aussi et parler de ma vie, faire des erreurs, c'est super important. J'allais justement te poser la question, parce qu'en fait, tu sais, je dis souvent à mes abonnés, je leur dis, écoutez, il y en a qui ont peur de prendre des risques, mais au final, prendre des risques vous mettra plus en sécurité. Pourquoi je dis ça? Parce que plus les risques vont être gros, plus vous allez gagner gros. Et par la suite, vous allez être en sécurité. Alors que si vous ne prenez pas de risques, vous allez rester au même endroit. Et il n'y a rien de plus effrayant que rester au même endroit. Exactement. Moi, pour te dire, tu vois, j'ai fait des investissements, j'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent, j'ai tenté plein de choses dans divers domaines. Mais d'ailleurs, tu n'avais pas continué après le fait que tu aies trouvé plusieurs boulots. C'est pas faux. Alors, après que j'ai trouvé en fait plusieurs boulots, je me suis dit que bon, il y a un moment, il va falloir que je prenne une décision. Donc, après avoir fait mes études, donc j'ai un bac+2, j'ai voulu commencer sur une licence commerciale en parallèle de tous les petits boulots que je pouvais faire pour financer justement mes études. Et puis en fait, j'ai commencé cette licence et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé d'aller à la fac, de me retrouver avec des gens qui apprennent de la théorie. Il faut savoir que moi, avec l'école, j'ai un gros problème. J'ai eu un gros problème. C'est que je peux pas. J'ai un problème avec l'autorité déjà, pour commencer. Parce que l'autorité, quand elle est justifiée, argumentée, ça passe. Mais quand on me dit fais ça pour faire ça, je n'accepte pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je n'accepte pas de recevoir des conseils ou l'enseignement de personnes qui n'ont pas vécu ces choses dans la vie. Exactement. Et aujourd'hui, avoir un prof qui a été à l'école, qui a appris à devenir prof et qui reste encore dans un cadre scolaire et qui t'apprend comment une entreprise fonctionne, c'est pas possible. Ça me dérange, tu vois. Il y a un problème. C'est pas possible. Voilà, fais-moi intervenir justement un grand patron, quelqu'un qui s'est développé, qui a de l'expérience. Lui, je vais l'écouter parce qu'il y a l'expérience du terrain. Et ouais. C'est ça qui est le plus important pour moi. Comment tu veux m'apprendre à créer un business alors que toi-même auparavant tu n'avais pas créé de business? Et créer un business au final, tu sais, après mon expérience, parce que j'ai monté pas mal de business, que ce soit dans la production vidéo, que ce soit dans le graphisme, il n'y a pas de business plan en vrai. Non. Il n'y a pas de business plan parce qu'à chaque fois le plan il change. Donc arrêtez d'écouter vos professeurs qui vous disent de faire un Excel, un fichier Excel ou un PowerPoint. Voilà, j'ai trouvé le mot, un PowerPoint. Pour créer un business, ça ne fonctionne pas comme ça parce qu'il faut anticiper les choses qui vont se passer. Un business, c'est surtout anticiper, c'est comme la vie. Tu ne peux pas créer un business et te dire que tout va se passer de A à Z comme ça, comme le business plan le dit. C'est très marrant ce que tu me dis parce que bon, je vais continuer à raconter mon histoire, mais on reviendra absolument sur ce point-là parce que justement, tous les business que j'ai lancés, il n'y a jamais eu de business plan. Il n'y a jamais eu d'études de cas, etc. Donc, on en reparlera, mais justement, là-dessus, on va se rejoindre totalement et je pense que ça va te faire rire la façon dont j'ai lancé mes business. Et donc, pour continuer l'histoire, ensuite, j'ai décidé de faire un poste plus intéressant. Donc, j'ai passé mes concours, etc. pour entrer à SNCF. Une place sur 100. Je me suis dit, là, ça va être chaud. Là, ça va être compliqué. Bon, finalement, j'ai eu la place. Tranquille, donc j'ai commencé à rentrer. Et là, on m'a proposé une formation interne à la SNCF qui me donnerait l'équivalent d'un bac+5 en tant qu'ingénieur. Donc, j'ai passé cette formation. Pareil, il y avait très peu de places, très peu de candidats qui obtenaient ce diplôme. Et moi, je l'ai eu. Donc, ça m'a validé un bac+5. Et donc, j'ai fait 4 ans à la SNCF. Donc, j'ai dirigé des personnes, donc comme une trentaine de personnes, etc. Donc, ça fait du monde. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que, alors, certes, je faisais un bon salaire et il se passait des choses, voilà, je gérais en fait des chantiers, que ce soit jour, nuit, etc. Et au bout d'un moment, ça me saoulait en fait. Ça me saoulait parce que je me disais, mais attends, tu t'investis jour et nuit
pour un business qui ne t'appartient pas, en fait. Tu vois ? Et surtout que tu gagnes même pas 1% de ce business. Voilà, exactement. Je pense que c'est ça le plus effrayant. Alors, je me suis dit, c'est bien, tu te fais un bon salaire. Tout le monde serait content. D'ailleurs, quand tu dis, en général, autour de toi, ta famille et tout, je suis à la SNCF ou je suis dans un domaine public ou tu vois, je suis fonctionnaire, oh bah c'est la planque, c'est cool, c'est bien, ton salaire est assuré. Oui, ça c'est la partie réelle parce que le salaire était assuré et qu'il était bon à ce moment-là. Mais moi, ma projection, c'est celle de l'avenir, c'est celle de ce que je vais faire, ce que je vais entreprendre et surtout dans quoi je me sens heureux. Avant de parler d'argent, dans quoi tu vas te sentir heureux ? D'ailleurs, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, beaucoup de personnes ont tendance à donner leur temps contre de l'argent. Et c'est ce que la société leur a implanté dans leur tête en quelque sorte, alors que maintenant, tu ne vends pas ton temps pour de l'argent, tu vends ta valeur contre de l'argent. Exactement. On est passé par les petits jobs, comme toi tu l'as dit, tu es passé par la SNCF, etc. Bien sûr. Je suis passé aussi par le McDo. Mais en fait, quand j'étais là-bas, tout simplement, je me suis dit que déjà, je ne pouvais pas rester, on m'a viré pour te dire la vérité. Ça, c'est parce que tu mangeais tout. Ouais. Parce que surtout, j'étais trop grand, j'avais strictement rien à faire. Ouais. Tu sais, des fois, la vie, elle va te remettre là où tu dois être. J'avais strictement rien à faire là-bas. C'était vraiment un boulot pour gagner 700 € pendant un mois. Je me rappelle, avant que je reparte aux États-Unis pour aménager ma chambre. Donc voilà, j'avais strictement rien à faire. Mais ce que je veux dire vraiment avant que tu termines ton histoire, c'est que voilà, on a tous le choix de décider qui on va être. Et le plus important, c'est de ne surtout pas vendre son temps contre de l'argent. Apportez-vous de la valeur. Vous avez une valeur. On a tous une étoile à l'intérieur de nous. Et je pense que c'est important de comprendre ça. Parce que si vous ne comprenez pas cela, vous n'allez jamais pouvoir entreprendre et vous allez vous faire berner. Et vous allez rester le simple freelance ou le simple gars qui vend ses produits comme ça parce qu'il vend son temps pour de l'argent. Et quelque chose d'important, tu vas me dire ce que tu en penses, ça m'intéresse aussi. Moi, je pense très certainement aussi que c'est indispensable de commencer, de passer par là. Parce que justement, le fait de passer par les situations qu'on a pu vivre, c'est-à-dire de faire des petits jobs, de galérer pour gagner des clopinettes et de donner son temps pour de l'argent, finalement, est-ce que derrière, ça ne t'a pas toi aussi forgé pour justement dire « je ne veux plus de ça ». En quelque sorte, passer par ces jobs, ça m'a montré aussi que ouais, j'en voulais pas, comme tu as dit. Ouais. Parce que moi, honnêtement, je te le dis, ça m'a servi justement pour m'aider pour la suite de mes aventures, à me dire « je veux plus de ça ». Je veux plus de ça parce que je vaux mieux que ça. Alors peut-être que des fois, tu peux te le dire avant de commencer, mais peut-être que des fois, y a certaines personnes qui auront besoin du terrain pour s'en rendre compte et se dire je veux plus de cette vie-là, et ils se battront encore plus fort pour arriver à atteindre leurs objectifs. Moi, ça m'a servi pour ça, donc c'est une expérience qui fait qu'aujourd'hui, et je sais relativiser aussi. Contrairement à beaucoup aujourd'hui de jeunes qui se lancent sur les réseaux, ils ont l'impression je vais faire du YouTube. Moi, je suis tombé sur un jeune une fois qui m'a dit moi, je veux être youtubeur. C'est mon métier, je veux être youtubeur. Après, franchement, moi, je préfère qu'il dise qu'il veut être youtubeur parce que c'est beaucoup plus ambitieux que de dire qu'il veut un travail normal. Mais si tu veux, dans la logique des choses, c'était déjà de se dire je vais être youtubeur, donc je vais gagner tant parce qu'il suit de gros youtubeurs ou des influenceurs et compagnie. Mais on oublie justement tout le travail qu'il y a derrière. Et ça, c'est ça, je veux dire. C'est-à-dire qu'ils ont la vision finale, et on va en revenir aussi sur les business où on voit toujours la finalité, c'est-à-dire la réussite, l'argent, etc. Mais avant d'arriver là, il y a tout le processus à mettre en place pour y arriver, c'est-à-dire le travail, l'abnégation, la rigueur, etc. Tu vois. Et c'est ça, en fait. Les gens pensent que oublient, tu vois. C'est ça, les gens pensent que se lancer sur les réseaux, être constant, c'est super facile, alors que non. Tu vois, il faut savoir maîtriser une caméra, tu vois. Voilà, c'est dommage parce que comme tu dis, je connais une personne qui veut se lancer sur les réseaux, qui a un physique pas mal, d'ailleurs, qui est dans le monde de la musculation, mais qui ne sait pas maîtriser une caméra. Tu vois, et c'est là que c'est une grande erreur parce que si tu veux te lancer sur les réseaux, il faut savoir un peu maîtriser tous les aspects. Et je pense que le fait que tu aies connu toutes les galères auparavant, ça t'a appris à être débrouillard. C'est pour ça que tu as appris à maîtriser ta caméra, que tu montes des fois tes vidéos, etc. Alors que d'autres personnes, en fait, ont tellement connu la facilité auparavant que quand elles vont se lancer, elles vont essayer d'avoir un gars qui va faire tout pour eux. Écoute, je veux commencer ma chaîne YouTube, je vais appeler un caméraman, allez, viens. C'est pas mauvais. Si tu commences avec de l'argent, c'est pas mauvais. Mais je pense que c'est pas la meilleure mentalité. Et c'est ce que j'ai dit à mes amis aussi qui est youtubeur. Je dis quand même, apprends à tout faire dans ton business. Pourquoi ? Parce que si demain, un de tes associés te laisse, au moins tu vas savoir faire la prestation. Ou si demain, tu veux lancer une vidéo, tu vas pouvoir faire la vidéo. Et beaucoup de propriétaires d'agences ou de gens qui lancent des produits comme toi, dans les suppléments alimentaires, en fait, se lancent dans ce type de business, mais ne connaissent pas réellement le produit en détail. Et c'est comme ça que tu peux flancher.
Exactement. En fait, le truc, c'est que même moi, je cherche à... En fait, avant de prendre des gens, justement, et de sous-traiter certaines opérations et de prendre des employés, je suis passé par toutes les étapes que je vais donner à faire. Parce qu'au moins, je sais de quoi on parle. Okay. Je sais switcher mes équipes. Et surtout, on peut pas me la mettre à l'envers. C'est-à-dire qu'à un moment... Exactement, t'as tout compris. Voilà, quand tu sais, quand tu connais, par exemple, sur le montage, combien de temps ça va te prendre, la vidéo, comment tu la règles, telle tâche à faire dans l'entreprise, combien de temps ça te prend, et que tu donnes ces opérations, et que par exemple, justement, tu payes un monteur, et que le mec, il te dit, bah voilà, ça fait 3 000 € la vidéo, mais t'as passé combien de temps? J'ai passé 40 heures, tu sais. Ah, c'est bizarre, parce que moi, quand je le faisais, je passais 4 heures. Exactement. Tu vois, et là en fait, t'es au-dessus, parce qu'il y a un pouvoir où le mec se dit, ah putain, merde, il est pas con, on peut pas t'avoir, parce qu'aujourd'hui, ça reste un business, les gens font leur business, et c'est de bonne guerre, tout va bien, parce que ça, on va parler d'arnaque et tout, non, c'est pas une arnaque, c'est un business, donc on cherche à vendre, et au meilleur prix, mais par contre, derrière, c'est à toi d'avoir le pouvoir de négocier, et ça, si t'as pas l'expérience du terrain, tu pourras jamais avoir le pouvoir de t'imposer et de négocier auprès des personnes avec qui tu sous-traites. Voilà. C'est vrai. Non, c'est vrai ce que tu dis, c'est intéressant parce que même moi, j'ai engagé un monteur pour aussi mes vidéos, etc. Et tu vois, le premier truc, tu vois, quand il m'a envoyé un message, il m'a dit, écoute, moi, je vais te faire les montages pour, je crois, 1000 et quelques euros pour le mois. Je lui ai dit, écoute, malheureusement, t'es tombé sur un réalisateur. Donc moi, je monte mes vidéos tout seul de base. Je connais les éclairages, je connais tout. Je connais tout en détail de la vidéo. Donc comment tu veux me la mettre à l'envers? Pareil, dans la publicité. Moi, je m'y connais en Facebook Ads, TikTok Ads, etc. Tu vois, je me suis tellement formé et je me forme encore au quotidien que si un média buyer demain que j'engage pour sous-traiter une manœuvre vient devant moi et me dit, écoute, oui, là, je comprends pas, en fait, il va falloir plus de budget pour faire ci ou faire ça. Je vais lui dire, mais attends, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as fait ça ou est-ce que tu as fait ça? Tu vois ce que je veux dire? En fait, on ne pourra pas te la mettre à l'envers. Et c'est ça qui est bien quand tu viens d'en bas, parce qu'en fait, tu apprends à tout faire. Parce que tu t'es tellement fait arnaquer et tellement fait berner par les autres que tu dis, écoute, je dois savoir tout faire. Et puis après, par la suite, bien évidemment, tu délègues. Tu sais, maintenant, j'ai compris qu'il faut déléguer. Parce que sinon, tu ne peux pas être productif dans ton business, c'est pas possible. Mais quand tu commences, de toute façon, tu n'as pas le choix de tout faire toi-même. Parce qu'il y a un moment, tu n'as pas forcément les moyens. Si on part de la personne qui part vraiment de zéro, elle n'a pas les moyens, elle doit être autodidacte, elle doit tout faire elle-même. Et quand tu fais les choses par toi-même, après, en gagnant de l'argent, tu peux commencer à déléguer certaines tâches. Mais faire le schéma inverse, pour moi, ça n'a rien de très bon et de très productif. Du coup, pour continuer l'histoire aussi, j'étais donc du coup à SNCF. Je me suis dit, j'en ai ras-le-bol. Je prends mes clics et mes claques et je pars. En fait, dis-toi que j'ai fait un burn-out. C'est-à-dire qu'il y a un matin où je me suis réveillé, j'ai pas pu sortir de mon lit, mais physiquement. C'est-à-dire que mettre un pied par terre, je ne pouvais plus. Donc c'était vraiment, on ne parle pas du burn-out. T'étais fatigué. Où je pleurniche dans mon coin et ça va pas. Non, je te parle du vrai burn-out où ton corps même te dit stop. Parce que j'enchaînais jour, nuit. J'étais en compétition de body à l'époque. Donc en plus, sèche, entraînement, une vie de malade. Je dormais que 3 heures par nuit à peine. Et j'enquillais entre l'après-midi, plus les déplacements. J'avais des chantiers qui étaient à 2 heures de chez moi. Je me tapais les allers-retours. Et ça, tous les jours, j'en ai chié comme jamais. Sauf qu'au bout d'un moment, je me suis dit, stop, maintenant, je faisais déjà des coachings en parallèle. J'avais déjà lancé des choses. Je me suis dit, mais pourquoi finalement, je ne me mettrais pas à plein temps dans ce que je sais faire? Et j'ai une valeur aussi, tu vois. Donc pourquoi? T'as une valeur. Voilà, j'ai une valeur. C'est ça qui a fait que tu t'es lancé, on est bien d'accord. Mais je ne m'en rendais pas compte. Exactement. Dis-toi que je m'en rendais pas compte au début parce que moi j'ai le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que je me suis dit mais non, attends, je peux pas être crédible, je peux pas me lancer comme ça, je peux pas. Et puis finalement, quelques personnes qui sont entrepreneurs dans mon entourage proche m'ont dit mais Flo, tu te rends pas compte que tu peux faire plein de choses, t'as plein de choses, t'es un mec compétent, qu'est-ce que tu te fais chier à rester à SNCF? Et dis-toi que même la personne la plus proche de moi qui m'a conseillé ça était elle-même à la SNCF avant et est devenue entrepreneur. Donc le schéma était le même, tu vois. Le schéma était le même, identique. Je me suis dit, putain, mais il a raison. Et ça a duré comme ça pendant 2 ans. 2 ans où il me bassinait à dire, vas-y, lance-toi. Et moi, je sais pas. Au bout d'un moment, quand j'ai fait ce burn-out, justement, c'est là, en fait, ça a été le déclic. J'ai dit, là, maintenant, c'est le moment. Il faut que je me lance. J'y vais. Et donc, je me suis lancé.
Et en fait, j'ai commencé par une création d'entreprise avec congé sabbatique. Et j'ai lancé une boutique avec un associé, d'accord, une boutique physique de vente de compléments alimentaires, plus mon coaching en parallèle. Le site de coaching, en fait, ça s'est pas fait tout de suite. Le premier point, ça a été vraiment de lancer ma boutique. J'ai lancé ma boutique. Au début, ça a été un carton parce que forcément, j'avais beaucoup de connaissances dans le milieu. J'ai fait venir des personnes connues dans le milieu, etc. J'avais un bon rapport avec toutes les marques de compléments, tout ça. Bref, ça se passait bien. Et ça a duré que quelques mois, puisqu'en fait, j'étais avec un associé qui me critiquait dans le dos auprès des clients. Oh. Voilà, donc le truc horrible dans le business. Donc quand j'ai su ça, j'ai mis fin tout de suite. Dis-toi que j'avais investi à cette époque-là dans ce business-là, quasiment un peu plus de 20 000 euros d'apport. Je suis parti du jour au lendemain en laissant mes sous. J'ai même pas cherché à les récupérer. J'ai dit, je me casse. Je te laisse le business et je me tire. Et j'avais plus d'oseille. Non, mais t'as raison. T'as raison. Tu sais pourquoi t'as raison? Parce que c'est exactement la même chose qui s'est passé avec un ami à moi. Bon, je vais pas citer le nom, mais tu vois, on va rester quand même discret sur ça. Voilà. On avait lancé une boutique e-commerce qui tournait dès le début, hein, franchement, dès le lancement de la boutique. C'était au début de cette année. Elle tournait à 4 000 € la semaine. Ça tournait bien. Mais la personne avec qui je travaillais n'avait tellement pas de rigueur et de discipline dans le travail que je ne me voyais pas avancer avec elle. Je n'arrivais pas à me projeter avec elle. C'est pour ça que je trouve intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent, quand ils se lancent avec leurs amis, oui, je vais rester, c'est mon ami, il est sympa, etc. Mais non, écoute, si ton ami, il est sympa et il n'est pas droit dans ses bottes, ne bosse pas avec lui, parce que sur le long terme, ça ne va pas le faire. Tu vas péter un plomb et le business va tomber à l'eau. Donc, c'est mieux d'arrêter maintenant le plus rapidement possible et de lancer un business de ton côté. C'est pour ça que j'aime bien ce que tu viens de dire. Exactement. Moi, j'ai pas laissé traîner la situation. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, je peux pas avancer dans le business avec quelqu'un qui me critique, qui crée des histoires. J'ai pas le temps pour ça, en fait. Tu vois, il faut que j'avance. Donc, j'ai quitté le business sans savoir ce que j'allais faire derrière. Et là, je me suis retrouvé dans une position où j'étais en congé sabbatique à la SNCF. Donc, ça veut dire que tu peux réintégrer ton poste au bout d'1 an ou 2 ans, ça dépend la durée que tu as pris. Et plus de business derrière. Donc, je me suis dit, bon, eh ben là, c'est compliqué, sachant que mon fils venait de naître. Tu vois, à l'époque. Ouh là là. Ah ouais. Donc là, je me suis dit, bon, alors là, mon pote, ça va être très compliqué. Qu'est-ce que je fais? Et là, comme par hasard, en fait, j'ai eu une opportunité. C'est qu'on m'a contacté pour faire une série à la télé, du coup, donc aux Animaux la guerre, avec qui j'ai eu un des rôles principaux, avec Roche Dizem, Chicky Cario, etc., pour une production Luc Besson, Europa Corp. Donc j'ai intégré, c'est moi qui ai eu le rôle, incroyable, j'ai tourné la série, ça a duré 4 mois, c'était en 2017, et pour 6 épisodes, et à la fin en fait de ces 4 mois, j'ai gagné quand même une bonne somme d'argent. Parce que voilà, le cinéma ça paye, et parce que là aussi j'étais très malin, c'est que j'avais pas d'agent, mais j'ai négocié mon contrat. Tu vois, là, je vais te couper encore une fois. C'est bien ce que tu vois. Ce que tu dis, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu t'es tellement débrouillé tout seul que tu n'étais pas comme un artiste simple qui, par exemple, qui se lance dans la musique, qui fait, par exemple, qui se fait approcher par des managers ou producteurs et qui viennent les berner. En fait, tu connaissais déjà ta valeur sur le marché et tu savais déjà négocier. Pourquoi? Parce que tu avais lancé des business par toi-même. Alors, je vais te raconter l'anecdote qui va te plaire, qui va plaire aux gens, je pense. Comment ça s'est passé pour que je négocie le contrat? Parce que ça, là, ce que je vais dire maintenant, c'est quelque chose que tu peux utiliser dans la vie de tous les jours. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu, si tu veux, en fait, il y a eu plein de rendez-vous, etc., de casting, en fait. Et plus ça avançait, plus il y avait de casting. En fait, j'en ai passé 5 ou 6, parce que tu passes la première étape, puis après, on te rappelle, parce qu'après, ils hésitent entre 10 personnes, puis après, ils hésitent entre 5 personnes, puis après, il en reste plus que 2 ou 3. Et après, je suis tombé sur les 2 derniers castings avec directement le réalisateur, et j'ai même fait des essais avec les acteurs comme Roche Dizem et tout. Et en fait, ça leur a énormément plu. Mon rôle, d'ailleurs, moi, au dernier casting, il devait voir 4 autres personnes derrière moi. Il m'a dit, tu sais quoi, je les vois même pas, t'as le rôle. Ok. Et ensuite, j'ai dû aller à la Cité du Cinéma à Paris pendant 2-3 semaines où j'ai fait quelques mises en scène avec les acteurs, etc. Et on m'a dit, ouais, Florent, va falloir que tu signes ton contrat. Oui. Mais on a laissé traîner un peu le truc et je les ai pas relancés tout de suite. Tu vois, j'ai pas signé le contrat dès le début. J'ai attendu qu'on fasse des essais, machin, qu'on continue de progresser. Tu vois, les costumes, les trucs. Et c'était vraiment engagé. Et là, on arrivait sur un point clé, c'est que le tournage commençait 2 semaines plus tard. Et là, on m'a dit, maintenant, il faut signer ton contrat. Ok. 2 semaines avant le tournage. On te propose telle somme. J'ai dit, non, ça va pas.
Je dis ça va pas parce que là, moi, ça me convient pas, etc. Et j'ai joué, en fait, je l'ai joué façon, bon, bah tant pis, du coup, et bah, je m'en vais de la salle et puis voilà, hein, j'ai pas le rôle, hein, tant pis, parce que ça me convient pas. Ah, mais on était à 2 semaines du tournage, ils avaient fait tous les castings, c'était mort. Ouais, c'était mort pour retrouver quelqu'un de compétent. On était dans l'entonnoir. Tu vois, c'est-à-dire que c'était moi maintenant, ou sinon ça foutait une merde totale. Ah ouais. Et là j'ai vu le mec qui m'a regardé, il m'a dit, ok, il m'a dit, bon, vas-y, dis-moi exactement ce qu'il te faut, machin truc. Et en fait, j'ai plus que doublé mon salaire, en fait, avec la négociation. Oula. Ah ouais, tu vois, mais tu vois, c'est intéressant parce qu'aussi l'autre fois, je regardais une interview de Cyril Hanouna quand il s'est fait recruter pour Touche pas mon poste. Au début, non, même pas. C'était même pas pour Touche pas mon poste, c'était pour la radio. Et ben, en fait, au début, il connaissait pas réellement sa valeur. Et puis par la suite, il a commencé à réellement connaître sa valeur dans l'interview. Et puis c'est là qu'il commence à demander plus. Mais toi, tu vois, vu que tu étais déjà débrouillard par toi-même auparavant, tu n'avais pas à le faire. Parce que tu savais déjà, dès le début. Tu savais qu'est-ce que tu voulais. Et puis j'ai été, moi depuis que je suis jeune, tu sais, j'ai fait même étant jeune, j'ai fait plein de business, tout ça. Donc en fait, j'ai toujours été hyper débrouillard pour me faire de l'argent, tu vois. Donc là, forcément, bah voilà, bon, bah, on a signé, etc. Puis le tournage a commencé. Ça s'est très bien passé, je me suis donné à 400% parce que moi aussi, en fait, quand je fais quelque chose, il y a le côté je kiffe faire ça et en même temps, il faut que je me sente à l'aise dans ce que je fais parce que je me sens récompensé. C'est pas mauvais de dire ça, c'est qu'on a le droit de vouloir être récompensé par rapport à ce qu'on fait. Si tu veux, c'est que le temps passé soit aussi récompensé. Tu vois, c'est une motivation. Et j'ai pas peur de dire aux gens, j'en parlerai aussi après, qu'en tant qu'entrepreneur, j'estime que bien payer les gens ou être bien payé, c'est ce qui permet de motiver. Je finis le tournage, je remporte une certaine somme d'argent. Ça me met plutôt bien financièrement à la fin de cette série. Je me dis, bon, première étape de passer. Mais moi, si tu veux gagner de l'argent, pour moi, c'est pas quelque chose de définitif et ça peut très, très, très vite aller dans l'autre sens. Donc, je me dis maintenant, à toi, avec cet argent, de réfléchir, d'être intelligent et de lancer des choses. C'est une opportunité pour faire autre chose. Et donc là, en fait, c'est là où je me suis mis à lancer mon premier site de coaching qui a débuté début 2018. Donc 2017, tu vois, ça a été le tournage, tout ça. Et début 2018, j'ai lancé mon premier site de coaching. Et je l'ai lancé toujours avec ce syndrome de l'imposteur, à me dire, oh là là, je vais le lancer, je vais pas avoir de clients. Et en fait, dès que je l'ai lancé, ça a été un carton. Les gens n'attendaient que ça. Ça a été un carton. Je me suis fait déborder de demandes dès le lancement du site. Donc, incroyable. Et donc, j'ai commencé à travailler. J'étais auto-entrepreneur au début. Et entre ma première année d'auto-entrepreneuriat, donc en 2018 et 2019, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Bah, j'ai éclaté les seuils en 2019. Et pour te dire, j'ai tellement éclaté les seuils que je n'ai pas eu le choix. En fait, il a fallu que j'arrête l'auto-entrepreneuriat et que je bascule en société. Directement. Et du coup, en société en 2019, bah, j'ai lancé ma première boîte. Donc là, tout nouveau pour moi. Et là, je n'ai pas fait comme tout le monde à dire « Mais comment on fait pour lancer une boîte ? Ça a l'air d'être compliqué. » Bah, tu te renseignes, en fait. Tu bouges ton cul, tu te renseignes. Tu prends des formations, tu regardes partout, par-ci, par-là. Et... Mais c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Tu as plein d'infos. Il faut aller les chercher, les infos. Il faut aller les chercher. Et donc, j'ai lancé mes sociétés, etc. Donc là, j'ai vu comment ça fonctionnait. J'ai vu également que bah, c'était plus la même et qu'il fallait aussi que j'augmente mon chiffre d'affaires. C'est ce que j'ai commencé à faire. Et après ma première année de société, donc en 2019, donc vraiment lié au coaching en ligne, et par rapport aux nombreux résultats que j'ai eus, aux nombreuses transformations et la bonne publicité juste due à mon travail, hein, parce que je ne passais pas énormément de temps sur les réseaux, mais par contre, mon travail parlait pour lui-même, hein, tout simplement. Du coup, en 2020, juste avant notre cher Covid, c'était vraiment mais incroyable. Franchement, le Covid, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe, mais dis-toi qu'en fait, fin 2019, du coup, après ma première année en société, en statut société, en SAS, pour le coaching, je me suis dit, et c'est le même pote qui m'a lancé dans l'entrepreneuriat, qui m'a dit « Mais pourquoi tu fais pas ça et tout ?» Qui m'a dit « Mais pourquoi tu lances pas ta marque de compléments alimentaires ?» Je me suis dit « Qu'est-ce que je vais lancer ma marque de compléments alimentaires ?» Je dis « Il en existe 1000. Il y a 1000 marques de compléments alimentaires sur le marché. Qui est-ce que tu veux que je lance une marque de compléments ?» Il me dit « Réfléchis bien, parce que tu as quand même une notoriété dans le coaching. Réfléchis bien. » Puis je me dis « Putain, je réfléchis, tu vois, et la nuit, mais ça trotte, tu vois. » Mais tu sais, c'est justement là, ça c'est une erreur, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça, qui se disent « Oui, écoute, il y a énormément de business
dans ça, par exemple les compléments alimentaires, par exemple dans la publicité ou quoi que ce soit dans les supermarchés. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que de nos jours, tu peux créer une marque à partir de rien du tout. Tu peux venir créer une marque et ramener une nouvelle vibe. Les gens, ils achètent pourquoi ton produit? Parce qu'en fait, tu ramènes une marque parce que c'est toi. Exactement. En fait, c'est pareil avec Elon Musk, quoi. En fait, c'est ça, c'est que et là, c'est justement là-dessus que je vais rebondir. Et c'est très important ce que je vais dire parce que c'est ce qui m'a permis de me développer. C'est que en réfléchissant à cette situation et je pense que c'est ce qui m'a différencié de personnes qui sortent justement d'école, etc., où on leur dit oui, mais il faut faire ta petite étude parce que gna gna gna.